Donc cette Europe des régions, elle se met en place et elle a, et ce que je voulais vous dire, pour définir et évoquer la politique de Valls et de François Hollande, c'est pas eux qui ont décidé de leur propre chef de faire des groupements régionaux. Ils ne font qu'obéir aux instances européennes, elles-mêmes occupées pour les postes clés par des Allemands qui diffusent la spiritualité politique germanique dans le corps européen. Et cette régionalisation qui touche la France, mais tous les États européens, eh bien, je me suis dit, autant venir avec des pièces d'archives. Et la première pièce d'archive que j'ai apportée avec moi, c'est le projet de rapport explicatif du projet de charte européenne de l'autonomie régionale du rapporteur Peter Rabe, député socialiste Hollande de Basse-Saxe, qui en 1997 était dirigé par le ministre-président Gerhard Schröder. Ce que font Hollande et Valls, ça vient de ce document-là, qui prône l'autonomie politique des régions dans toute l'Europe, selon le modèle spirituel de la spiritualité politique allemande. Voilà ce document. Et je vous lis simplement un tout petit passage, car cette autonomie politique des régions va de pair avec la promotion de l'ethnicisme. Il est écrit, je cite, dans le préambule, « Conformément à l'article 1er de la Convention cadre sur la protection des minorités nationales, le respect des droits de l'homme inclut celui des minorités. Les régions sont donc tenues de respecter les droits des minorités se trouvant sur leur territoire. » C'est la définition de l'ethno-régionalisme. Voilà le texte officiel. Document officiel 1997, en sachant évidemment qu'il y a eu des travaux préparatoires auparavant, mais c'est véritablement le démarrage. 1997. Et ces documents seront, pour information, inclus dans la vidéo, donc vous pourrez les voir. Croyez-moi, je me suis bien dit, il faut que ça soit connu de tout le monde, au maximum de personnes en tout cas. Cette Europe des régions, qui donc donne la primauté aux entités régionales, va de pair avec la promotion d'une Europe fédérale. Et pour cela, c'était Maastricht, 1992. Car il faut une autonomie politique aux régions dans un cadre européen fédéralisé. Par qui ça a été décidé? Par les élites politiques allemandes. Et pour cela, il suffit d'avoir le document Revue des questions allemandes de janvier-février 1998 d'un professeur de sciences politiques allemand qui s'appelle Rudolf Herbeck, qui balance l'information et qui explique comment les choses ont été mises en place en 1987. Je lis le passage. Le point de départ de cette nouvelle série d'initiatives fut la résolution de la conférence des ministres-présidents d'octobre 1987 à Munich, où fut fixé comme objectif une Europe aux structures fédérales. 2 ans plus tard, les ministres-présidents des Länder créèrent un groupe de travail de leur chancellerie d'État en lui commandant un rapport sur la position des Länder et des régions face au développement futur de l'Union européenne. Remis au ministre-président en mai 1990, ce rapport très détaillé contenait des propositions concrètes pour une révision des traités régissant la communauté et qui comprenait 4 points. Introduction du principe de subsidiarité, modèle pour la participation des Länder et des régions aux travaux du Conseil des ministres, création au plan communautaire d'un organe régional, possibilité pour les Länder et les régions d'intenter en tant que telles des actions auprès de la Cour de justice européenne. Après cela, cet auteur ajoute toute une série de mesures prises par les ministres-présidents des Landes d'Allemagne en juillet 90 et en août 90 aussi. Et il ajoute ceci: le gouvernement fédéral répondit favorablement à cette demande des Länder. Ce n'est que durant les négociations finales à Maastricht que les chefs d'État et de gouvernement restèrent seuls avec les ministres des Affaires étrangères. Dans la phase préparatoire, au contraire, les Länder et le gouvernement fédéral collaborèrent de façon très étroite. Donc vous avez dans la vision politique allemande, je répète, une Europe à structure fédérale, émancipation politique des régions. Bien. Eh bien, ça va encore plus loin, car il faut donc créer des blocs régionaux qui vont se souder, même par-dessus les frontières nationales. Mais comment se fait-il? Une frontière nationale
exprime la souveraineté d'un État? Eh bien, avec la primauté donnée aux régions, qui s'adresse directement à l'Union européenne, vous avez les États qui vont fondre comme neige au soleil, comme par exemple les États qui ont perdu le droit de battre monnaie. Et maintenant, une compétence de Francfort. Eh bien, pour le regroupement des régions, vous avez un institut qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes, qui a été créée en 1971 donc. Tous les fondateurs sont allemands, c'est le document officiel. Et vous avez toute la liste des fondateurs, des ministres-présidents, et un de ces dirigeants s'appelait Wolfgang Schäuble, l'actuel ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et l'actuel patron de l'ARF, c'est un Belge, on gratte le mot belge, en fait, c'est le patron de la minorité germanophone, la petite minorité germanophone de Belgique, d'Eupen et de Saint-Vith, qui s'appelle Karl-Heinz Lamberts. Et ce même Karl-Heinz Lamberts a reçu la croix du mérite fédéral de la part de l'ambassadeur allemand à Bruxelles. Donc à mon avis, il a dû faire du bon boulot. Cet institut LARF est chargé de la coopération transfrontalière. Ma foi, moi j'ai rien contre la pollution. Les travailleurs frontaliers alsaciens qui vont travailler en Allemagne pour des facilités administratives, fiscales, c'est tout à fait normal. Mais en fait, l'objectif, c'est d'effacer les frontières. Et bien pour cela, il suffit d'avoir le texte officiel de l'ARF, qui est la Charte européenne des régions frontalières et transfrontalières. On ouvre le document officiel et on lit, je l'ai souligné en jaune et en rouge, dans son paragraphe 3, je cite: l'objectif de l'action menée au sein des régions frontalières et le but poursuivi au travers de la coopération transfrontalière sont la suppression des obstacles et des facteurs de distorsion existant dans ces régions, ainsi que le dépassement de la frontière, tout au moins la réduction de son importance à une simple frontière administrative. Donc les frontières franco-espagnoles, franco-allemandes, germano-tchèques, germano-polonaises deviennent frontières administratives. Et une frontière administrative, ce n'est plus la frontière d'un État. Donc, dans la logique du système, reprenons. Primauté donnée aux régions, politique économique, administrative, etc. Primauté donnée à l'Union européenne, entre les deux, pris comme un casse-noix, les États qui peu à peu se vident de leur pouvoir régalien, les régions s'émancipant qui vont pouvoir former des blocs régionaux, c'est déjà annoncé avec Valls et Hollande, et puis des régions qui vont former des blocs avec d'autres régions, d'autres États. Et je me suis dit, venant en Alsace, eh bien vous avez eu un référendum pour la fusion des départements qui a été un échec. Rassurez-vous, ils vont passer outre le nom des Alsaciens, car leur but, en fait, c'est de créer une seule entité alsacienne qui, elle-même, va fusionner avec le Pays Bade et même une toute petite partie de la Suisse. Eh bien, j'ai le document. Entre autres, ce document, eh bien, il vient, je donne l'adresse de l'ancienne douane, 67 630 Lautenbourg, téléphone, fax, pour ceux qui veulent avoir. Voilà le document. Où vous avez, c'est un document qui date de 2008, où vous avez l'Alsace et le Pays de Bade réunis en une seule entité. Et au milieu, vous avez le Rhin et Strasbourg. Donc, bien comprendre, il faut bien comprendre la logique de principe de mécano. Primauté aux régions, affaiblissement des États, primauté donnée à l'Union européenne, les frontières sont effacées par qui? Par l'ARF, Institut européen, en fait, germano-européen. L'objectif de cet institut, transformer les frontières d'État en frontières administratives. Et ensuite, on peut réunir les régions de part et d'autre des frontières devenues défuntes pour créer les super départements de l'Union européenne. C'est ça le projet. Et il suffit d'avoir les documents. Je tiens à vous dire que toutes ces cartes que je vous montre ont été publiées dans mon livre « La décomposition des nations européennes ». Voilà. Donc ça vient de là. Théorie du complot? Non, je ne crois pas. Alors, ça va très loin, car ce principe de régionalisation, et c'est là je vais avoir besoin d'un petit coup de main, j'ai apporté avec moi un document de 2002, une grande carte,
d'un institut européen qui s'appelle l'Assemblée des régions d'Europe, qui a présenté une carte de l'Europe entièrement régionalisée. Et l'intérêt de ces documents officiels, c'est de montrer les buts de ces instituts, en sachant que, évidemment, entre la théorie et la pratique, il y a toujours un décalage. Mais l'avantage de ces documents, c'est que ça vient de chez eux. Et c'est là, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. On va déplier cette carte-là, en douceur. Et on va mettre ça un peu en hauteur pour que les personnes voient. C'est la carte de 2002 de l'Assemblée des régions d'Europe. Vous avez une Europe entièrement régionalisée. J'attire votre attention sur le fait que la Turquie est déjà intégrée et régionalisée, les États du Caucase, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Alors, c'est une carte qui est temporaire, dans ce sens qu'elle date de 2002 et que vous allez avoir des regroupements de régions au niveau de la France. Donc, en fait, c'est une photo d'une Europe en mutation et qui montre que, selon le principe pour bien digérer, il faut bien mâcher, eh bien, on parcellise les États, on leur donne leur primauté, en tout genre, politique, économique, administrative, fiscale, et il va de soi que les régions riches auront des avantages pour les habitants qui y vivent, plus intéressants par exemple pour l'Alsace qu'en Auvergne, pour les remboursements de médicaments, pour les remboursements de lunettes, et puis on évoque de plus en plus l'existence de SMIC régionaux. Donc si vous habitez Dunkerque, Clermont-Ferrand, Nice, Rennes, Strasbourg ou Bayonne, ça ne sera pas le même tarif. Oh, attention, ça peut arriver en 3 mois. Mais déjà, le coût des SMIC régionaux, ça a été évoqué par Balladur et Madelin. Donc, s'ils l'ont dit, c'est que ça arrivera, pas dans 6 mois, mais dans quelques temps. Et les remboursements de médicaments, c'est-à-dire la vie de tous les jours, surtout avec une population française qui vieillit, eh bien, si vous habitez Strasbourg, vous aurez peut-être plus de chance que si vous habitez l'Auvergne ou les Monts d'Arrée au cœur de la Bretagne. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir les projets. Et j'attire votre attention sur le fait que vous avez l'Ukraine et la Russie parcellisées. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que l'Ukraine, on en parle, et qu'à mon avis, il y a un rapport de force entre cette Ukraine et la Russie d'un côté, et puis l'Union européenne et les États-Unis derrière. Donc merci, on va poser la carte dans ce coin-là. Je ne serai pas marcher dessus. Voyez-vous, j'ai voulu vous montrer, donc, vraiment au galop et avec les grandes lignes, cette Europe qui s'annonce. Et ces blocs régionaux qui se mettent en place, qu'on appelle l'euro-région. Je vous ai montré l'Alsace, Pays-Bas, mais vous avez aussi l'euro-région entre la Catalogne et le Languedoc-Roussillon. Vous avez la grande région qui regroupe aussi la Wallonie, la Sarre, la Lorraine et la Rhénanie-Palatinat. Enfin bref, tout ça, on voit que ça y est. On casse et on va remodeler. C'est le principe du Rubik's Cube. Il y a des torsions sur le corps du Rubik's Cube. Là, c'est pareil sur le corps européen, des torsions. Bon. Ce principe de fragmentation, qui touche toute l'Europe, et qui touche entre autres l'Est de l'Europe, fait qu'il y a des rivalités dans les zones d'influence, les sphères d'influence. Et pour comprendre la situation ukrainienne, où quand même ça sent mauvais, il faut impérativement connaître la géopolitique anglo-saxonne. Et nous, Français, nous ne connaissons pas les géopolitologues anglo-saxons et allemands. Et pour comprendre la situation de 2014, il faut évoquer un géopolitologue anglais qui s'appelait Alfred Mackinder, qui en 1904, il y a 110 ans de ça, a présenté la géopolitique anglo-saxonne. Et je vous demande vraiment d'imprégner, de retenir ce que je vais vous dire, parce que lorsqu'on connaît cette géopolitique anglo-saxonne, on comprend la politique actuelle. La géopolitique, c'est la lampe torche qui permet de comprendre les rapports entre les États. Alfred Mackinder, dans sa présentation en 1904, dit ceci. Il ne faut en aucun cas qu'une puissance en Europe, allemande ou russe, unifie toute l'Europe, car si cette puissance allemande ou russe, nous sommes donc avant la guerre de 14, et c'est surtout l'Allemagne de Guillaume II qui pose problème, si une puissance réussit à unifier toute l'Europe, en gros de l'Atlantique jusqu'à la Russie même la Sibérie,
il y aura une telle concentration de forces, de richesses, de minerais, d'agriculture et de population que nous, anglo-saxons, nous serons relégués et nous passerons en seconde position. Il y a un empire britannique à la veille de la Première Guerre mondiale, énorme, et les Anglais et les Américains veulent conserver leur suprématie. Donc bien retenir ceci, parce que vous allez comprendre la politique ensuite avec Poutine. En aucun cas, il ne faut qu'une puissance allemande ou russe unifie l'Europe. Et les deux guerres mondiales, faites par les Anglo-Américains contre les Allemands, le Deuxième Reich de Guillaume II et le Troisième Reich d'Hitler, c'est pas parce que les Allemands étaient méchants, c'est pas ça. C'est parce que les Allemands, Deuxième et Troisième Reich, voulaient unifier l'Europe en éjectant les Anglo-Américains. Et ça, ils ne le voulaient pas. Les Anglo-Américains sont d'accord pour une unité de l'Europe, à une seule condition, que cela se fasse sous leur autorité. Et dans ce cas-là, ils délèguent un sous-fifre, un sergent-chef, et depuis 1945, pour le moment, c'est l'Allemagne, le soin d'unifier l'Europe, à condition que cette Allemagne reste fidèle au patron de Londres et de Washington. Donc il faut vraiment comprendre cela. Vous avez un deuxième géopolitologue, lui américain, qui s'appelait Nicholas Spykman, qui dit que lorsqu'on ne peut pas détruire le pays qui est en mesure d'unifier toute l'Europe, au moins il faut le contenir. Et Nicholas Spykman va lancer le principe du Rhineland, littéralement les terres du bord, c'est-à-dire, et le principe qui va être appliqué après 1945. Il dit ceci, face à la menace soviétique, communiste, il faut contrôler les territoires bordant l'immense continent eurasiatique, la Norvège, l'Europe de l'Ouest, la Turquie, la péninsule arabique, Pakistan, l'Inde, l'Indochine, Taïwan, Japon, et cette immense tenaille va tenir comme une noix le bloc soviétique et empêcher que ce bloc soviétique, russe, arrive aux mers chaudes. Et donc toute la politique anglo-saxonne, c'est de maintenir un cordon qui étrangle l'immense continent eurasiatique, et en réaction, la puissance terrestre soviétique essaye de se débarrasser de ce cordon, d'où par exemple l'intervention soviétique en décembre 1979 en Afghanistan pour essayer d'accéder aux mers chaudes. Donc vous avez, entre les terres du bord contrôlées par le monde anglo-saxon et la puissance terrestre allemande et maintenant russe, des zones de friction. Et les zones de friction ont lieu entre ces deux plaques, j'allais dire tectoniques. 2008, c'était la Géorgie. Et actuellement, l'Ukraine se trouve dans ces deux zones où l'Ukraine est disputée entre le bloc euro-atlantique et la Russie. Avant d'aborder véritablement l'affaire ukrainienne, il faut continuer à voir les événements qui ont suivi la chute du mur de Berlin. Chute du mur de Berlin, 9 février 1990, James Baker, secrétaire d'État, enfin le ministre des Affaires étrangères américain, jure, la main sur le cœur, que jamais, et il jure ça devant Gorbatchev, que jamais l'OTAN ira vers l'est de l'Europe. C'est-à-dire que l'OTAN, en 1990, reste au milieu de l'Europe, au niveau de Hambourg jusqu'à l'Italie. Il le jure, la main sur le cœur, devant Gorbatchev. Le lendemain, le ministre des Affaires étrangères allemand, Hans-Dietrich Genscher, jure à Shevardnadze, à l'époque donc ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev, que jamais l'OTAN ira vers l'Est. 1999, la Pologne, la République tchèque et les Hongrois intègrent l'OTAN. Donc les Russes voient que cette promesse est violée. L'OTAN, c'est-à-dire le bras armé des États-Unis, se rapproche de la sphère d'influence russe. 5 ans plus tard, 2004, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et les 3 États baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, entrent dans l'OTAN. Désormais, l'OTAN est à quelques kilomètres de Saint-Pétersbourg. Donc les Russes voient que ces promesses de 1990 ont été bafouées et que l'OTAN, bras armé des États-Unis, est à leur porte. Mais ça va encore plus loin. Vous aviez un journal allemand qui était en fait une création d'un journal anglais. Vous avez le journal anglais, le Financial Times, et vous aviez le journal allemand, le Financial Times Deutschland,
qui a mis la clé sous le paillasson en 2012, mais qui était très intéressant parce qu'il expliquait les relations privilégiées entre l'Allemagne et le monde anglo-saxon, qui a sorti un document, je donne une référence, du 24 octobre 2002, document intitulé « Les USA font des plans pour l'avenir de l'Europe ». Donc je répète, 24 octobre 2002. Article qui résume un document présenté par le secrétaire d'État de George Bush fils, Colin Powell, qui dit qu'il faut que tous les États balkaniques et l'Ukraine soient intégrés aux instances euro-atlantiques UE et OTAN pour 2010. Donc on voit que c'était bien préparé. Donc en 2002, ils disent pour 2010, les États balkaniques et l'Ukraine doivent faire partie du monde euro-atlantique. Et comme par hasard, vous avez en 2004, vous avez la révolution orange qui secoue l'Ukraine. Mais c'était en fait une révolution faite pour basculer l'Ukraine dans le bloc occidental. Et pour cela, vous avez eu une intervention des Anglo-Américains et des Allemands pour essayer de détacher l'Ukraine, qui est un territoire stratégique par son agriculture, etc., mais qui est aussi, et ça c'est Brzezinski qui l'a dit dans son livre Le Grand Échiquier, un territoire indispensable pour maintenir la Russie à son rang d'empire. C'est-à-dire que si la Russie perd l'Ukraine, c'est une puissance seconde. Donc là, la Russie ne recule pas. Et dans l'affaire de 2004, la révolution d'Orange, les Américains mettent les pieds dans le plat, parce que vous avez par exemple une ONG qui s'appelait Freedom House, qui était faite pour développer la démocratie, les droits de l'homme et la pluralité politique, ça c'est typiquement puritain, qui était dirigée par un certain James Woolsey. Et personne ne s'est intéressé au CV de ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il faisait à la tête de cette ONG qui donc était en charge de promouvoir la liberté, la démocratie, blabla, en Ukraine. Et ben, en cherchant le CV très facile de James Woolsey, on se rendait compte que dans les années 1990, il était tout simplement le patron de la CIA. Donc évidemment, les Russes qui le savent se disent, vraiment, ils se foutent de notre gueule. Et puis, toujours à peu près la même, un peu avant la révolution orange, vous avez le pays voisin, la Biélorussie, dirigé par un homme un peu rude, Loukachenko, mais enfin, quand on voit ce qu'au font les Bush et Obama à côté, il n'y a pas à rougir. Vous aviez à cette époque des années 2000-2001 l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération d'Europe, dirigé par un Allemand qui s'appelait Hans-Jörg Wick. Je donne son nom, Wick, W-I-E-C-K. Et Loukachenko disait de lui qu'il était là pour déstabiliser le pays et que c'était un espion. Et évidemment, à l'époque, la presse occidentale disait n'importe quoi, c'est vraiment les propos d'un dictateur, parano. On va chercher Hans-Jörg Wick. Et si vous allez sur le site des services secrets allemands, le BND, Bundesnachrichtendienst, eh bien vous allez à la rubrique Geschichte, Histoire, et là vous avez toutes les têtes, toutes les photos et tous les CV des dirigeants du BND. Et dans les années 80, vous voyez un certain Hans-Jörg Wick. Donc le patron de l'OSCE dans les années 2000, en Biélorussie, c'était l'ancien patron des services secrets allemands. Donc là aussi, les Russes se disent vraiment, ils mettent la pression. Donc, influence occidentale pour essayer de déstabiliser l'Ukraine et par ricochet la Biélorussie. Échec de la révolution orange en 2004, ce qui fait que le projet de Colin Powell, qui consiste à intégrer les États balkaniques et l'Ukraine pour 2010 dans les instances euro-atlantiques, eh bien ce projet, ce programme est retardé, déréglé, enfin bref, le projet est repoussé. Mais il a repris du poil de la bête. Alors, pour comprendre peu à peu, pour qu'on se rapproche de la situation actuelle, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir qu'au cours de l'année 2013, le dirigeant ukrainien Yanukovych, à la tête d'un État ukrainien moribond, ayant besoin d'argent, était prêt à signer en novembre 2013 à Vilnius un accord préparant l'intégration de l'Ukraine dans les instances de l'Union européenne. Et donc là, Poutine, il a vu que l'Ukraine allait lui échapper, parce que l'intégration de l'Ukraine dans l'UE, c'est en fait une intégration de l'Ukraine dans le bloc euro-atlantique, dans le marché transatlantique. Et vous allez voir ce qu'a fait Poutine.
En effet, Yanukovych ayant besoin d'argent, eh bien, les Européens, Bruxelles lui disent, bah, écoutez, on vous fournit 600 millions d'euros pour essayer de remonter la pente. Mais 600 millions d'euros pour un pays qui était endetté jusqu'au cou, c'est rien. Et Poutine réagit immédiatement, il vous dit 600 millions d'euros, moi je vous offre cash 15 milliards de dollars, et pour le gaz, eh bien, je vous fais une remise. Le gaz qui coûte 291 euros pour 1000 mètres cubes de gaz, eh bien ça ne sera pas 291, ça sera 195 euros. Voilà. Et donc, dollars, pardon. Et donc, dans cette histoire, vous avez un Yanukovych qui avait besoin d'argent, qui voit tout d'un coup une offre très alléchante, Poutine, et Yanukovych, qui était sur le point de signer cet accord de Vilnius en novembre 2013, eh bien, il refuse, et à nouveau, l'Ukraine tombe dans l'escarcelle, dans l'influence russe. Les Anglo-Américains et certains dirigeants bruxellois sont fous, Un autre élément, vous savez, ce sont différents puzzles, puis à un moment donné, on regroupe, et là, on a le corps qui se dessine. Poutine, certains le voient comme un contrepoids. Alors, il faut savoir que dans cette gouvernance mondiale qui se met en place, vous avez des blocs régionaux, des blocs continentaux. L'Union européenne en est le prototype le plus avancé. Mais vous avez aussi l'UNASUR, qui a été créée en 2008, et qui regroupe tous les États sud-américains, signés par Chavez, pour mettre en place un État sud-américain avec une nationalité sud-américaine, un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine, etc. Vous avez l'Union africaine, vous avez aussi l'Union ou la communauté nord-américaine qui est préparée, qui en théorie devait voir le jour. Mais là, elle commence à poindre son nez, vous allez voir. Et Poutine, bah, lui, il n'est pas en reste. En 2000, vous avez eu la création de la communauté économique eurasiatique, l'équivalent de la CE, avant Maastricht, pour l'Europe, regroupant la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie. Et puis, fin 2011, Vladimir Poutine a lancé l'Union eurasiatique supranationale. Ça, c'est le mot fétiche du mondialisme. Car le mot fétiche du mondialisme, c'est de créer des pouvoirs, des instituts supranationaux afin de casser la souveraineté des États. Donc Poutine a lancé, je cite son expression, Union eurasienne supranationale. Et je cite Poutine, il dit ceci, fin 2011, « Nous proposons un modèle de puissante union supranationale capable de devenir un des pôles du monde moderne et de jouer le rôle de connecteur efficace entre l'Europe et la région Asie-Pacifique. » Donc on voit que dans cette histoire, Poutine, eh bien, il met en place un système qui correspond tout à fait à la gouvernance mondiale, des blocs continentaux supranationaux, l'Union eurasienne, l'Union africaine, puis vous avez l'UNASUR, puis vous avez l'Union nord-américaine qui se prépare, il y a aussi le bloc asiatique qui s'annonce. Enfin bref, l'ensemble devant constituant la gouvernance mondiale. Mais vous avez ce qu'on appelle le partage du gâteau, des sphères et des zones d'influence, comme disait Orwell en 1984, avec Océania et Eurasia. Et là, c'est là où vous allez avoir les frictions conduisant à la situation actuelle. Poutine va franchir 3 fois la ligne rouge, et la troisième, ça va être celle qui va vraiment allumer le feu. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. La géopolitique anglo-saxonne, Alfred Mackinder, il ne faut en aucun cas qu'une puissance allemande ou russe puisse unifier l'Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, jusqu'à la Sibérie. En aucun cas. En sachant qu'en plus, les anglo-saxons ont lancé un marché transatlantique, officiellement lancé, en février 2013, avec Obama, lors de son discours sur l'état de l'Union. Fin de l'année 2010, Poutine est à Berlin, il voit Merkel, il lui dit ceci, il faut fusionner l'Union européenne et l'Union eurasienne en voie de préparation en une seule et unique zone de libre-échange. C'est-à-dire que les Anglo-Américains, ils dégagent. Il le propose à la fin de l'année 2010. Il a réitéré sa demande en juillet 2012, et la vidéo est sur YouTube,
devant tout le corps diplomatique russe. Je crois que c'est en anglais, enfin c'est en russe, mais sous-titré en anglais, c'est Amazing Speech, juillet 2012, où il dit qu'il faut créer une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique. Donc une seule zone de libre-échange. Et puis tout récemment, 28 janvier 2014, réunion à Bruxelles, Russie, Union européenne, et à nouveau, Poutine réitère sa demande de créer une seule zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique. Et je cite Poutine, de janvier donc 2014, « L'important est de discuter le plus sincèrement possible des questions clés. Nous avons évoqué les perspectives de création d'un espace économique et humanitaire commun de Lisbonne à l'océan Pacifique. Il est inadmissible de créer de nouvelles lignes de démarcation. Il faut au contraire travailler ensemble à la création d'une Europe unie. » Ça, les Anglo-Américains ne veulent pas, parce qu'une Europe unie, c'est en les dégageant. En fait, ce serait une Europe unie sous l'égide de Berlin et de Moscou. Et vous avez un de ses bras droits, qui s'appelle Igor Chouvalov, qui dit ceci, toujours en janvier 2014. « Ceux qui critiquent l'Union économique eurasiatique affirment que c'est un projet visant à faire renaître l'Union soviétique et à créer une hégémonie régionale. Sur le terrain, s'il y a un modèle qui inspire l'intégration économique eurasiatique, c'est l'Union européenne, pas l'Union soviétique. Donc c'est intéressant de voir que les élites russes s'inspirent du modèle de l'UE. Mais ils se tapent entre eux dans le partage du gâteau. Vous savez, c'est au temps des années 30 avec Al Capone et tous les groupes mafieux et gangsters. Ils étaient tous pourris, mais ils se partageaient un gâteau, un marché, ils se tiraient dans les pattes. C'est pas parce qu'il y en avait un qui était plus fort que l'autre que les autres étaient des gentils. D'ailleurs, dans les relations internationales, il n'y a pas de méchants et de gentils. Il y a un fort et un faible, et c'est le fort qui a raison. C'est toujours comme ça. J'attire votre attention sur une chose. Poutine, donc, voulait créer une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique. Une zone de libre-échange, c'est quoi? C'est la libre circulation des biens, des personnes, des idées, des informations. Mais attendez, je ne comprends pas. Poutine veut ça, mais il a dit dans de nombreux discours qu'il était contre les valeurs décadentes de l'Occident. Mariage pour tous, théorie du genre, etc. Lorsqu'on crée une zone de libre-échange où tout circule, les idées mauvaises de l'Occident, avec une zone de libre-échange, elles circulent sans entrave. Et donc elles auraient contaminé le monde russe. Donc pour quelqu'un qui s'oppose aux idées néfastes du monde occidental, vouloir instaurer une zone de libre-échange, c'est se faire contaminer. C'est quand même curieux qu'il ait demandé, malgré tout, cette zone de libre-échange. À mon avis, peut-être qu'on peut se dire qu'il n'est pas si ric-et-rac sur les valeurs, les principes moraux. On peut se poser la question, parce que c'est illogique. On ne peut pas imaginer la coque d'un bateau, la soute d'un bateau. Vous avez des cloisons étanches, ce qui fait que lorsque une partie de la coque est percée, on peut verrouiller et fermer les cloisons et donc empêcher que l'eau ne se répande dans la soute. Mais quand vous enlevez toutes les cloisons, c'est l'eau qui se répartit dans l'ensemble de la soute. Bon, ben là c'est pareil, lorsque vous créez une zone de libre-échange allant de Lisbonne au Pacifique, libre circulation de tout, en bien comme en mal. Et donc les idées que Poutine rejette, ben, avec une zone de libre-échange, elles allaient jusqu'à Moscou, elles allaient jusqu'à Vladivostok, et c'était la Gay Pride jusqu'au Kamchatka. Donc, se dire c'est curieux, c'est pas logique son truc. Pas logique peut-être parce que peut-être c'est une simple apparence qu'il défendait. Les Américains, les Anglo-Américains voient rouge parce que, je répète, une création d'une Europe unie, Russie-Europe unie, en éjectant le monde anglo-saxon, jamais. Surtout que les Anglo-Américains ont lancé le marché transatlantique. Et donc ce marché transatlantique a été annoncé en février 2013 par Obama, et tout le monde est tombé des nues. Mais non, parce que la chose elle est ancienne. Ce marché transatlantique, pour faire court, consiste à créer une unité, un marché libre, là aussi sans entrave. Pareil, c'était le même projet avec Poutine, avec de Lisbonne au Pacifique, sans entrave, avec l'établissement de normes communes, sous-entendu anglo-saxonnes, un bloc euro-atlantique de 800 millions d'habitants, en représentant grosso modo un PIB de presque 50% du PIB mondial, donc un bloc tellement puissant qu'il serait, comme on dit, le primus inter pares, le premier parmi ses pairs. Donc ce bloc euro-atlantique pesant très lourd,
et avec des normes anglo-saxonnes, imposerait sa loi à tous les autres blocs, et en priorité la Chine. C'est ça le but des anglo-américains, c'est-à-dire peser assez lourd pour finalement inciter et obliger les autres à s'appliquer à leurs normes. Bien. Ce marché transatlantique, ce bloc euro-atlantique, qui existe déjà d'un point de vue militaire avec l'OTAN, est un projet ancien. Tout le monde tombe des nues. J'ai vu des articles dans Marianne où on n'apprend rien, ou l'article dans Le Monde qui est sorti il y a quelques jours, où fondamentalement on n'apprend rien. Ils ne sont pas foutus de donner les informations. Bah, écoutez, je me suis dit, je vais en donner quelques-unes, j'ai apporté des documents avec moi. Alors, la première tentative du bloc euro-atlantique, vous savez quand c'est? C'est 1939. 1939. Qui lance ça? C'est un très grand journaliste américain qui s'appelait Clarence Streit. Réflexe automatique. C'est qui ce mec? Il vient d'où? Sa formation. Il faut être flic, hein, tout de suite. Hein. Bon, bah, c'est un journaliste qui a été étudiant dans les années 20. Et il a bénéficié des années 20 des bourses d'études Cecil Rhodes. Qui connaît Cecil Rhodes? Vous, parce que vous écoutez certaines vidéos. Mais en général, les Français ne connaissent pas Cecil Rhodes, mort en 1902, grand Manitou, enfin grand prince du mondialisme, qui quand même est responsable, il a un CV impressionnant, de la création de 3 États. Il a créé, à l'origine c'était donc pour l'Afrique du Sud la colonie du Cap, et c'est lui à l'origine de la création de cet État sud-africain qui voit le jour 8 ans précédemment en 1910, et puis la création de la Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud qui devient la Zambie et le Zimbabwe. Il est aussi à l'origine de la création de l'industrie diamantaire de Beers avec un certain Rothschild. On les trouve toujours dans ces trucs-là. Et donc une fortune colossale. Et cet homme-là, entouré d'une myriade d'Anglais pensant comme lui, veut recruter des hommes et des femmes appelés à occuper des postes élevés dans le domaine politique, économique, financier, journalistique, etc., avec une bourse d'études qui voit le jour 2 ans précédemment, en 1904. Les bourses d'études Cecil Rhodes, je fais ce petit rappel très important parce que ces étudiants anglo-saxons sont repérés, et le jeune Clarence Streit, il est repéré comme très intelligent et animé d'un idéal de mondialisme. Donc il va être aidé, il devient donc grand journaliste au New York Times, et qui plus est New York Times au sein de la SDN, Société des Nations, l'équivalent de l'ONU. Et en 1939, il sort un bouquin, Clarence Streit, Union Now, l'Union maintenant, avec un sous-titre, Proposition pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord. Donc déjà, on a tout le programme, mais il n'est pas seul. Il est soutenu par un certain président Roosevelt. Il est soutenu aussi par un certain William Donovan, qui, durant la Seconde Guerre mondiale, est tout simplement le patron du service secret américain, l'OSS, qui devient la CIA. Donc il est soutenu par l'élite anglo-américaine. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Clarence Streit va, en 1954 et en 1963, favoriser la rédaction de 2 documents qui s'appellent la Déclaration transatlantique pour créer un lac euro-américain avec abaissement des normes, des trucs douaniers, etc. Avec toute une liste de signataires. Côté américain, on trouve des gens des services secrets, évidemment, mais côté français, c'est très intéressant de voir qu'on trouve des noms comme le conseiller économique du général de Gaulle, Jacques Rueff. On trouve aussi Maurice Schumann, on trouve aussi Michel Debré, on trouve aussi, c'est quand même assez étonnant, le général Weygand. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils n'avaient pas pigé que certes c'était pour s'opposer au bloc soviétique communiste, mais vous savez, dans la politique anglo-saxonne et du mondialisme, il faut toujours les 2 branches. La branche communiste athée et la branche libérale religieuse, puritaine, avec les pires. Et donc il faut créer le principe des oppositions, ça s'appelle la gestion des contraires. Et donc Weygand, à mon avis, s'est fait avoir. Vous avez aussi notre unique prix Nobel d'économie, Maurice Allais, qui a signé le document en 54 ou 63. Et pour cela, vous allez sur leur site, le streitcouncil.org, et vous avez tous les liste des signataires. Vous avez aussi, comment ça s'appelle, Julian Huxley, le frère d'Aldous, le meilleur des mondes, qui a signé ce document. Julian Huxley, premier patron de l'UNESCO, qui a joué un très grand rôle aussi dans la création du WWF.
Et puis vous avez, dans la continuité du marché transatlantique après Kleinstein, eh bien, le discours du président Kennedy de juillet 62 qui appelle à la mise en place d'une déclaration d'interdépendance entre l'Europe et les États-Unis. Je continue, vous avez tout simplement tous les documents sur le site de la Commission européenne. Et le journal Le Monde ou même Marianne n'ont pas été foutus de citer ça. Tous les documents, 1990, la déclaration transatlantique, 1995, le nouvel agenda transatlantique, 1998, le partenariat économique transatlantique, et 2007, le Conseil économique transatlantique. Tous des documents qui ont pour but la finalité de créer un bloc unifié économique, administratif, etc. Donc tout y est. Et puis, avec l'affaire de la crise iranienne en 2002-2003 avec Saddam Hussein, vous avez eu des relations agitées entre le monde anglo-saxon et le monde germanique, en sachant que les Allemands, les Allemands, les dirigeants politiques allemands, nous ont planté un poignard dans le dos, puisque officiellement l'Allemagne de Schröder était de notre côté, d'où l'expression l'axe Paris-Berlin-Moscou. En fait, les Allemands ont joué double jeu, puisqu'à la même époque, en 2002-2003, les services secrets allemands ont fourni aux Américains les plans de défense de la ville de Bagdad. J'ai mis la carte dans mon livre « La marche irrésistible du Nouvel Ordre mondial ». C'est sorti aussi dans New York Times. Et puis, vous avez eu un institut allemand qui a joué un très grand rôle, qui s'appelle la Fondation Bertelsmann, Empire des médias, et un think tank, un centre de recherche traitant de la coopération transatlantique, construction européenne et des liens avec le monde musulman et israélien. C'est la Fondation Bertelsmann qui, après le nom français et hollandais en 2005, a relancé le projet de constitution européenne avec des parlementaires allemands au Parlement européen, décision prise le 1er juillet 2005, pour vous dire que ça pèse très lourd. Eh bien, cette Fondation Bertelsmann, en 2002 et en 2003, a organisé avec des Anglais américains et quelques apatrides comme Jean-Claude Trichet, différents colloques pour mettre en place tout un programme pour réussir et finaliser le bloc euro-atlantique, le marché transatlantique 2002-2003 et 2004. C'est sorti dans un livre. Eh bien, le livre, je l'ai apporté avec moi, sorti en 2004, le voilà, avec une photomontage. Vous avez le Reichstag, l'Assemblée nationale allemande, et 3 drapeaux, les patrons, l'Union européenne, l'Allemagne, les États-Unis. Voilà, et vous avez là-dedans tout le programme de mise en place du marché transatlantique sorti en 2004. Il suffisait d'aller sur le site de la Fondation Bertelsmann et se le commander. C'est quand j'ai lu le résumé, je me dis, mais c'est une bombe. Et effectivement, j'ai lu le truc et souligné des passages, entre autres. Ils disent qu'il faut mettre en place, page 55 du livre d'ailleurs, une arène monétaire entre la Fed et la BCE. Ça s'appelle une monnaie transatlantique. Tout y est. Rien dans le monde, rien dans Marianne, mais grâce à ER, merci, cette information sera diffusée. J'ai eu l'occasion déjà de citer et de montrer ce livre dans un lieu malfamé en 2008-2009, le théâtre de la main. Et j'avais montré le bouquin. Un endroit sordide, n'y allez pas. Il fait chaud. Voilà, et donc vraiment, et à l'époque on ne parlait pas de marché transatlantique, donc je me souviens à l'époque quand je montrais ça à la Fondation des livres, eh bien ils étaient bouillis, ils disaient bon le bouquin il existe, mais maintenant que vous savez que ça existe, voilà le document, tout le programme y est, 2004, et puis vous avez un autre bouquin qui lui est sorti en 2005, lui qui a été fait par les Américains, et je trouve, on essaie de se raccrocher dans le malheur à l'humour, parce que ce bloc euro-atlantique, aux normes anglo-saxonnes, où la France va se faire tailler des croupières, va se faire littéralement se faire dissoudre, on va se faire avoir, pour rester poli, porte un nom, enfin le titre du bouquin est très révélateur. Je tiens à vous dire d'abord que ce livre a été porté au pinacle par le président de la Commission européenne, Barroso, qui a dit en 2005 que c'est un bouquin excellent, tout y est, là effectivement tout y est, mais on l'aura c'est sûr, puisque le titre de ce bouquin, je ne vais pas vous le traduire parce que suffit de lire, c'est Deep Integration. Et Deep Integration, ça veut dire que vraiment, on n'aura pas le dernier mot. C'est vraiment... mais sincèrement, je me suis dit, ils sont fous
ou un humour de puritain refoulé, enfin bref, je ne sais pas, mais une chose est sûre, que Deep Integration, si ça va jusqu'au bout, plus celui-là, c'est vraiment l'integration dans toute sa splendeur. Donc vraiment, 2004-2005, ce sont les bibles si je puis dire, de la mise en place, permettant la mise en place du marché transatlantique. Et puis, restons français. Notre Édouard Balladur, qui lui n'est pas très loin aussi de Deep Integration, a sorti un bouquin intitulé en 2007 pour une union occidentale entre l'Europe et les États-Unis, édition Fayard, vachement complotiste. Bouquin officiel, personne n'en parle. Et autre bouquin sorti aux presses universitaires de France, et rien que le titre en 2007, Euramérique. Et l'auteur, c'est pas n'importe qui, Hervé de Carmois. Hervé de Carmois, qui était jusqu'à une date récente, le vice-président de la Trilatérale Europe. Voilà, et je peux vous dire qu'un jour, j'enseignais dans une école de commerce où j'étais viré, et j'ai présenté ce bouquin en 2007-2008, au moment de sa sortie. Et j'ai vu deux étudiantes qui se chamaillaient, l'une qui disait à l'autre, mais dis-lui, dis-lui, dis-lui. Et puis à la fin, j'ai dit, oui, mademoiselle, qu'est-ce qu'il y a? Et une des étudiantes m'a dit, ben, Hervé de Carmois, c'est le frère de ma grand-mère. Donc j'étais vraiment dans un milieu où j'étais à l'aise. Donc, pour vous dire que ces choses-là, elles n'ont pas surgi brutalement lorsque Obama, le jour de sa déclaration pour la mise en place du marché transatlantique en février 2013, quand il se levait le matin en mettant ses chaussettes, il s'est pas dit que si je racontais ça, en fait, il n'est que le porte-parole d'un long travail en amont. 28 janvier 2013, Poutine qui veut établir cette zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique, là, les Américains voient rouge, et dans les jours qui suivent, février 2014, vous avez, comme par hasard, les événements de Maïdan en Ukraine. Et vous avez trois grands partis ukrainiens sur la place de Maïdan qui prônent le rattachement de l'Ukraine au bloc euro-atlantique. Le premier, l'Union pan-ukrainienne, dirigée, vous savez, par cette femme qui s'appelle Yulia Tymoshenko avec ses tresses blondes, qui est très liée à la CDU et au PPE, Parti populaire européen, qui est un parti atlantiste. Et vous avez le deuxième parti aussi qui s'appelle l'Oudar. L'Oudar, c'est le coup, le choc en ukrainien, dirigé par le boxeur Vitali Klitschko. Et là aussi, on voit que les médias ne font pas leur boulot. Le parti Oudar, il a un site internet, j'y suis allé, alors ce coup j'étais déçu parce que c'est en ukrainien, je dis râpé, mais c'est aussi bilingue, en anglais, allons-y. Et réflexe automatique, il faut toujours se dire, qui finance, qui soutient. Donc on va dans la rubrique Partners. Vous cliquez sur Partners, et alors là, le côté spontané de la révolution et de ce coup d'État en Ukraine en février 2014, parmi les soutiens, il y en a trois. Il y a deux ONG américaines. La première, pour la démocratie, les droits de l'homme. La première s'appelle l'IRI, International Republican Institute, dirigée par, trois fois rien, le sénateur John McCain. Trois fois rien. Deuxième ONG pour la démocratie et les droits de l'homme, je tiens à le répéter, comme c'est important. Démocratie et les droits de l'homme. L'ANDI, qui s'appelle donc le National Democratic Institute, dirigé par l'ancienne secrétaire d'État du gouvernement Clinton, Madeleine Albright. Et troisième élément de soutien à l'Ukraine démocratique, le parti politique, la CDU, d'Angela Merkel. Il est vrai aussi que la CDU, vous savez que les partis politiques allemands ont des fondations. Et la CDU, par exemple, c'est la fondation Konrad Adenauer, comme pour l'SPD, c'est la fondation Friedrich Ebert. Eh bien, pour l'année 2011, janvier et octobre 2011, la fondation Konrad Adenauer a financé tous les voyages de Klitschko en Allemagne pour qu'il rencontre le gratin politique allemand, politique et économique allemand. Donc, vraiment, si Alexandre n'a pas compris. Et enfin, vous avez un troisième parti pro-européen, qui s'appelle Swoboda, qui est quand même un parti nasillon prononcé. C'est absolument inadmissible que les Occidentaux qui se targuent toujours des droits de l'homme et de la haine contre l'extrémisme, comme au théâtre de je ne sais plus où, qui soutiennent ça. Parce que eux, ce sont des purs. Hein. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à ces connards qu'ils se proclament nazis,
Mais dans l'idéologie nazie, les Slaves étaient une sous-race, comme les Tziganes. Et donc j'ai envie de dire à ces gens-là, ils n'ont aucune logique, ou bien ils donnent raison aux nazis. Bon, bref. Je vous remercie.